Je m'appelle Léa, et je suis ici pour vous raconter mon histoire. Ce n'est pas une histoire ordinaire, et ce n'est certainement pas une histoire facile à raconter. Mais je crois qu'elle doit être partagée. Je me souviens encore de ces matins tranquilles, lorsque ma mère préparait le café. L'odeur riche et réconfortante se répandait dans toute la maison, me tirant doucement du sommeil. Mon père, déjà debout depuis l'aube, s'occupait de son jardin. C'était un homme de peu de mots, mais dont les actions parlaient plus fort que n'importe quel discours. Notre maison n'était pas grande, mais elle était pleine d'amour. Chaque coin, chaque recoin, résonnait de souvenirs chaleureux, de rires partagés et de moments d'une simplicité précieuse. C'était une vie modeste, mais heureuse. Une vie où je savais que j'étais aimée, protégée. Je me souviens des soirées où nous nous asseyions tous ensemble autour de la table, partageant un repas simple mais délicieux que ma mère avait préparé avec amour. Ces moments, je les garde précieusement dans ma mémoire, car ils sont tout ce qu'il me reste de cette époque. Mais la vie a une manière cruelle de vous arracher tout ce que vous avez de plus précieux sans avertissement. J'avais 12 ans lorsque tout a basculé. C'était une journée comme les autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous revenions d'une sortie en famille. Une journée remplie de rires, de jeux, de bonheur simple. Nous étions sur le chemin du retour, quand soudain, notre voiture a été percutée par un camion. L'impact a été brutal, inattendu. Tout s'est passé si vite, et en même temps, le temps semblait s'étirer à l'infini. Je me souviens du bruit assourdissant, du fracas du métal contre le métal, des cris perçants, puis du silence. Un silence si profond, si lourd, qu'il semblait engloutir tout ce qui restait de ce moment. Quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, c'était ma tante qui se tenait à mes côtés. Elle avait le visage ravagé par les larmes, et je savais, avant même qu'elle ne parle, que mes parents étaient partis. Ils n'avaient pas survécu à l'accident. La douleur de cette perte est indescriptible. C'est comme si une partie de moi-même avait été arrachée, une partie que je ne pourrais jamais récupérer. Je me suis retrouvée seule, plongée dans une solitude qui m'a engloutie, me laissant dériver dans un océan de tristesse et de désespoir. À cet âge, perdre ses parents, c'est perdre ses repères, perdre ce qui vous ancre à la réalité. Après la mort de mes parents, ma tante, la sœur de ma mère, m'a recueillie. Elle m'a emmenée vivre chez elle, dans une maison qui, bien que grande et spacieuse, ne pouvait jamais remplacer la chaleur de mon foyer d'enfance. Cette maison, malgré sa taille et son confort, avait une atmosphère différente, presque étrangère pour moi. Les murs étaient ornés de tableaux modernes, les pièces impeccablement rangées, mais tout semblait manquer de cette essence familière qui faisait de ma maison un véritable foyer. Ma tante était une femme gentille, et je savais qu'elle faisait de son mieux pour m'offrir un environnement stable. Mais malgré sa gentillesse, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un décalage entre nous. Elle avait ses propres enfants, 2 adolescents qui avaient leur propre vie, leurs propres préoccupations. Je n'étais qu'une addition inattendue à leur quotidien bien réglé. Bien qu'elle m'ait accueillie à bras ouverts, je sentais qu'elle ne savait pas vraiment comment gérer ma douleur, ni comment m'aider à traverser cette épreuve. C'était comme si elle essayait de m'intégrer dans sa famille, mais sans vraiment savoir où me placer. Les premiers jours après mon arrivée chez ma tante furent un véritable tourbillon émotionnel. Je passais la majorité de mon temps dans ma chambre, une grande pièce lumineuse que ma tante avait décorée pour moi avec des couleurs douces et apaisantes. Elle avait même pris soin d'ajouter quelques objets familiers de ma maison d'enfance, espérant peut-être que cela m'aiderait à me sentir chez moi. Mais malgré tous ces efforts, cette chambre ne pouvait jamais remplacer celle que j'avais laissée derrière moi. Le silence pesait lourdement, interrompu seulement par les bruits lointains des activités quotidiennes de la maison. Je me sentais comme une étrangère dans ce nouveau monde, un monde où tout semblait continuer normalement, alors que le mien s'était écroulé. Mes cousins, bien qu'amicalement distants, n'étaient pas vraiment intéressés par cette petite cousine qui pleurait souvent et restait enfermée dans sa chambre. Ils étaient plus âgés que moi, et leur vie était remplie de leurs propres préoccupations d'adolescents. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Après tout, comment pouvaient-ils comprendre ce que je traversais? Comment auraient-ils pu saisir l'ampleur de ma douleur, alors qu'ils avaient encore leurs parents, leur sécurité, leur stabilité? Ma tante, malgré sa bienveillance, semblait dépassée par ma tristesse. Elle essayait, au début, de me réconforter, de me parler, de me faire sentir que je faisais partie de la famille. Mais avec le temps, ces tentatives se firent plus rares, alors que la routine de la vie reprenait son cours. Ses enfants,
plus âgés que moi, avaient leur propre vie et n'avaient guère d'intérêt pour cette petite cousine qui pleurait constamment. Je les comprenais. Après tout, comment pouvaient-ils comprendre ce que je vivais? Chaque nuit, je m'endormais avec le cœur lourd, des larmes silencieuses roulant sur mes joues. Le silence de la maison était oppressant, et les ombres de la nuit semblaient se refermer sur moi, me rappelant inlassablement ce que j'avais perdu. À l'école, les choses n'étaient pas meilleures. Mes performances scolaires, autrefois excellentes, commencèrent à décliner. Mes professeurs, inquiets, contactèrent ma tante à plusieurs reprises pour discuter de mon état. Mais que pouvait-il faire? Que pouvait-elle faire? Personne ne pouvait ramener mes parents, et personne ne pouvait comprendre la profondeur de mon chagrin. Mes camarades, autrefois mes amis proches, me traitaient différemment maintenant. Ils semblaient marcher sur des œufs en ma présence, ne sachant pas quoi dire ni comment se comporter avec moi. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec indifférence, et moi, je me sentais plus seule que jamais. C'est à cette époque que j'ai commencé à m'enfermer dans ma propre douleur. Je construisais autour de moi un mur invisible, un mur que je pensais infranchissable, et je me coupais du monde. Je n'étais plus cette petite fille souriante que mes parents avaient connue. J'étais devenue une ombre, un reflet terni de ce que j'avais été. Ma tante, malgré sa bienveillance, ne pouvait pas combler ce vide. Et avec le temps, même elle s'éloigna, absorbée par ses propres préoccupations. Un jour, alors que je flânais seule dans les couloirs de l'école, je fus abordée par un groupe de filles plus âgées. Elles étaient populaires, connues pour leur esprit rebelle et leur goût pour les fêtes. Elles avaient remarqué mon isolement, ma tristesse, et d'une manière étrange, elles semblaient attirées par ma douleur. Peut-être voyaient-elles en moi un moyen de se divertir, ou peut-être avaient-elles elles-mêmes des blessures cachées qu'elles reconnaissaient en moi. Quoi qu'il en soit, elles m'invitent à me joindre à elles, à sortir, à oublier mes soucis. Au début, je refusais. Mais leur insistance finit par me convaincre. Ces filles semblaient si libres, si insouciantes, et je me disais que peut-être, juste peut-être, elles avaient trouvé un moyen de faire face à la vie que je n'avais pas encore découvert. Elles m'ont entraîné dans leur monde, un monde fait de nuits interminables, de fêtes, de musique assourdissante, et d'alcool à volonté. C'est ainsi que j'ai découvert les boîtes de nuit. Ces lieux, je l'ai rapidement compris, étaient faits pour vous faire oublier. Pour vous faire croire que, ne serait-ce que pour quelques heures, vous pouvez échapper à votre réalité, à vos peurs, à votre douleur. Dès ma première soirée, j'ai été envahie par une sensation étrange, un mélange d'excitation et de peur. La musique, les lumières, les rires, tout cela était tellement différent de l'univers dans lequel j'avais vécu jusque-là. C'était comme entrer dans un autre monde, un monde où les règles étaient différentes, où tout semblait permis pour moi. Ces boîtes de nuit devinrent un refuge. Un endroit où je pouvais prétendre être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'avait pas perdu ses parents, quelqu'un qui n'était pas brisé à l'intérieur. Chaque nuit, je m'habillais, me maquillais, et je me transformais. Je devenais une autre Léa, une Léa qui ne connaissait pas la douleur, une Léa qui était libre de toute attache, de toute souffrance. Je m'accrochais à cette nouvelle identité, me convainquant que c'était la solution. Les filles avec qui je sortais devinrent mes nouvelles amies, ou du moins, c'est ce que je pensais. Nous partagions des rires, des secrets, mais surtout, nous partagions un besoin désespéré d'oublier. Oublier les attentes, oublier les douleurs, oublier qui nous étions vraiment. Les nuits passaient, et je me perdais un peu plus chaque jour dans cet univers artificiel. Mais ce n'était qu'une illusion, bien sûr. Une façade que je construisais pour me protéger, pour me convaincre que je pouvais continuer à avancer sans m'effondrer. Les nuits passaient, et je me perdais un peu plus chaque jour dans cet univers artificiel. Les rires, les danses, les rencontres d'une nuit, tout cela n'était qu'un écran de fumée, un moyen d'étouffer ce vide qui me rongeait de l'intérieur rapidement. Cependant, l'excitation s'estompa et le vide que j'avais essayé de remplir revenait au galop. À chaque sortie, je ressentais de plus en plus un besoin de quelque chose de plus fort, de plus intense pour engourdir ma douleur. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un homme, plus âgé, qui semblait intéressé par moi. Il me faisait sentir spéciale, belle, désirée. Au début, c'était juste des cadeaux, des dîners, de l'attention. Il me faisait oublier, ne serait-ce que temporairement, le trou béant que j'avais à l'intérieur. Mais bientôt, il commença à me demander des choses en retour. Des petites choses, d'abord, puis des demandes plus pressantes. Il me disait que je le devais bien, après tout ce qu'il avait fait pour moi.
Je ne savais pas comment lui dire non. J'avais peur de le perdre, peur de perdre cette attention qui, même si elle était fausse, m'apportait un semblant de réconfort. C'est ainsi que j'ai commencé à vendre mon corps. Au début, c'était pour lui faire plaisir, pour qu'il continue à m'apprécier. Mais rapidement, cela devint un moyen de survie, une manière de faire face à la réalité que je refusais d'affronter. Je me convainquais que ce n'était pas grave, que je contrôlais la situation, mais la réalité était tout autre. Plus le temps passait, plus je m'enfonçais dans ce cycle destructeur. Chaque rencontre me laissait plus vide, plus désillusionnée. Je vendais mon corps pour de l'argent, pour de l'affection factice, pour me sentir désirée, mais tout cela ne faisait qu'accentuer le vide que je ressentais à l'intérieur. Je me perdais dans ce monde où je n'étais plus Léa, mais une simple silhouette, une personne parmi tant d'autres, dont le seul but était de satisfaire les besoins d'autrui. Puis, un jour, alors que je pensais être habituée à cette vie, quelque chose changea. Je commençais à me sentir différente, fatiguée, nauséeuse. Au début, je mis cela sur le compte du stress, du manque de sommeil, de la vie nocturne. Mais au fond de moi, une petite voix me soufflait que cela pouvait être autre chose. Après quelques semaines de ce malaise persistant, je pris mon courage à deux mains et fis un test de grossesse. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Le test posé sur le bord du lavabo, moi, assise sur le sol froid de la salle de bain, le cœur battant à tout rompre. Lorsque le résultat apparut, mon monde s'écroula une fois de plus. Positif. J'étais enceinte. Une vague de panique m'envahit. Que devais-je faire? Comment en étais-je arrivée là? Je ne savais même pas qui était le père. C'était comme si toutes les erreurs que j'avais commises revenaient pour me hanter d'un seul coup. Je restais des heures dans cette salle de bain, à pleurer, à essayer de comprendre comment ma vie avait pu dérailler à ce point. J'avais toujours pensé que je contrôlerais la situation, que je ne laisserais jamais les choses aller aussi loin. Et pourtant, me voilà, enceinte, sans aucun soutien, perdue dans un monde qui me paraissait de plus en plus hostile. Pendant plusieurs jours, je gardais cette nouvelle pour moi, incapable de faire face à la réalité. Je continuais à sortir, à voir mes clients, essayant de faire comme si de rien n'était, mais chaque rencontre devenait plus insupportable que la précédente. L'idée d'avoir un enfant, de devoir affronter cette situation seule, me terrifiait au plus haut. Finalement, un soir, après une de ces nuits où je me sentais particulièrement dégoûtée de moi-même, je décidai de tout arrêter. Je rentrai chez ma tante plus tôt que d'habitude, l'esprit embrouillé par la fatigue et l'anxiété. Elle était encore réveillée, assise dans le salon avec une tasse de thé, visiblement inquiète de mes sorties de plus en plus fréquentes et tardives. Je me souviens de son regard lorsqu'elle leva les yeux vers moi. C'était un mélange de tristesse, de peur et d'inquiétude, un regard qui me transperça le cœur sans même réfléchir, je m'effondrai en larmes devant elle. C'était la première fois que je me laissais aller à exprimer tout ce que je ressentais. La douleur, la honte, la peur. Tout sortit en un flot incontrôlable de mots et de sanglots. Elle m'écouta sans rien dire, me laissant vider mon sac, me laissant pleurer tout ce que je n'avais jamais osé dire. Quand j'eus fini, elle se leva doucement et vint s'asseoir à côté de moi, passant un bras autour de mes épaules. C'était un geste simple, mais rempli de toute la tendresse et de l'amour qu'elle avait pour moi. Elle ne me posa aucune question, ne me fit aucun reproche. Elle se contenta de me serrer contre elle, me laissant comprendre que, quoi que j'aie fait, elle serait toujours là pour moi. Ce fut le premier pas vers un long processus de reconstruction. Ma tante m'accompagna dans chaque étape, m'aidant à faire face à cette grossesse inattendue. Ce ne fut pas facile. J'avais encore du mal à accepter ce qui m'arrivait, à croire que je pouvais encore redresser la barre après tout ce que j'avais fait. Mais jour après jour, grâce au soutien de ma tante, je commençais à entrevoir une lueur d'espoir. Je décidai de garder l'enfant. Ce ne fut pas une décision prise à la légère, mais après de longues réflexions et discussions avec ma tante, je réalisai que cet enfant, bien qu'il soit venu dans des circonstances terribles, pourrait être la raison pour laquelle je pourrais me battre pour un avenir meilleur. Ce fut une période difficile, remplie de doutes et de peurs, mais aussi de moments de clarté où je commençais à comprendre que je pouvais encore trouver un sens à ma vie. Les mois passèrent, et peu à peu, je repris le contrôle de ma vie. Je m'éloignai de ce monde destructeur, mettant fin à mes relations toxiques. Je repris mes études avec l'aide de ma tante, déterminée à offrir un avenir à cet enfant et à me reconstruire.
Ma grossesse fut à la fois un fardeau et une bénédiction, car elle me força à faire face à mes choix et à décider du chemin que je voulais vraiment emprunter.